Donc, si vous êtes tous là, c'est que je pense qu'on n'a pas forcément besoin de nous présenter Mathieu Bablet. Hein. Voilà, on a mis les 4 derniers albums, plus le vinyle autour de cette lampe génie qui a été fait. Alors, c'est pas classique, on est d'accord, dans ce vinyle. Non, j'ai pas cette compétence-là, non. D'accord, ah mince. Ouais. Bon, ah, ok. Et voilà, donc je pense que vous connaissez tous. Si vous ne connaissez pas, de toute façon, si vous n'en connaissez qu'un, peut-être que le dernier, vraiment, lisez toute sa bibliographie, c'est absolument incroyable. Auteur voilà, majeur, très important pour moi, en tout cas dans la bande dessinée. Moi, je suis pas plus de 30 ans, c'est vrai que voilà, depuis je l'avais découvert avec La Belle Mort, mais depuis l'OVNI Shangri-La, voilà, c'est dit mince, c'est incroyable d'où ça sort, comment, enfin, c'est tellement une autre façon pour moi de lire de la bande dessinée de science-fiction. Et forcément, ça a aussi commencé à lancer, même si la marque était déjà lancée, mais le label 619. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, ça peut commencer par là, le label 619. Parce que tu as déjà fait des albums avant Shangri-La, mais est-ce qu'ils étaient estampillés label? Ouais, alors pas Adrasté. Donc ouais, en fait moi alors on va faire la genèse. Moi en fait j'ai commencé la bande dessinée en 2011. Donc moi je fais des études d'art appliqué et en fait quand je faisais mes études d'art appliqué, je me destinais pas spécialement à être scénariste de bande dessinée. C'est-à-dire moi moi ce qui me passionnait c'est le dessin. Je dessinais depuis que j'étais tout petit. J'ai fait une école d'art appliqué pour pouvoir être dessinateur de bande dessinée et faire du 48 pages comme tout le monde, parce que quand j'étais en études, donc de 2005 à 2008, il n'y avait pas encore la mode de ce qu'on appelle aujourd'hui communément les romans graphiques, donc la pagination, elle était encore très cadrée, et c'était la grande époque, en tout cas dans la BD de genre, des Soleil et des Delcourt, et donc de toutes les collections qu'on avait avec je sais pas, l'Enfeuse, Tillage, etc. Et donc voilà, moi vraiment, je m'apprêtais à être un bon exécutant, un bon dessinateur, en sortant des études, à chercher un scénariste et à pouvoir me lancer comme ça dans, si possible, une de ces grandes maisons d'édition. Et pendant mes études, je suis tombé sur une bande dessinée qui s'appelle Moutafeucas, donc au label 619, je pense que vous connaissez, et qui m'a un peu ouvert les chakras, dans la mesure où c'était une bande dessinée avec une pagination complètement libre, avec un ton extrêmement moderne et avec un style qui était vraiment à la croisée de la bande dessinée franco-belge, du comics, du manga, mais aussi de la culture jeux vidéo, de la culture graphe. Enfin, il y avait vraiment une espèce de concentration de tout ce qui faisait mes influences aussi. Et j'ai eu un peu cette épiphanie de me dire, mais en fait, la bande dessinée, ça peut être ça aussi. Et de telle sorte qu'en sortant des études, il y a eu cette envie de dire, en fait, je veux faire de la bande dessinée, mais avec le label 619. Je ne veux pas faire du 48 pages, je veux faire une bande dessinée moderne avec un ton qui est celui du label. À ce moment-là, je voulais toujours être que dessinateur, parce que, encore une fois, moi, je n'avais pas fait des études de scénario. Et puis, c'est rappelé à moi assez rapidement le coût de la vie et les réalités économiques de la bande dessinée, à savoir que communément, quand on fait de la bande dessinée, et historiquement, on est payé à la page. Et quand on est un dessinateur et un scénariste, on se partage en deux le prix de la page de bande dessinée. Quand on rajoute un coloriste ou une coloriste, on divise par 3. Et si je voulais faire de la bande dessinée, et du roman graphique, qui a une économie un peu différente du format classique, il fallait que je fasse tout. Donc c'est un peu par la force des choses que je suis devenu scénariste aussi, donc avec La Belle Mort, qui est mon tout premier album scénarisé. Donc j'ai mis une bonne année, je pense, à l'écrire en 2009 pour essayer de comprendre un peu ce que j'étais en train de faire, tout bêtement, parce que autant le dessin, même si je sortais d'études et que j'avais encore un style un peu frais, moi je savais un peu dans quoi je me dirigeais, autant le scénario c'était un peu une grosse découverte. Et au bout d'un an d'écriture, comme ça, j'ai préparé mon dossier, je l'ai envoyé donc directement à Run, qui était tout de suite emballé en fait, de telle sorte que, 3 jours après avoir envoyé mon dossier, il me signait. Et donc j'ai mis 1 an et demi à faire La Belle Mort, qui est donc sorti en 2011. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai jamais quitté le label 619, parce qu'au-delà du fait que c'est une maison d'édition où on laisse libre cours vraiment à tout ce qu'on a envie de pouvoir produire, il y a vraiment cette dimension avec Run de mentorat, c'est-à-dire que c'est pas
seulement un éditeur, c'est aussi un auteur complet qui a un regard critique et pertinent sur la production des jeunes auteurs et des jeunes autrices qui peut former. Et donc il y a toute cette dimension de grandir stylistiquement parlant, scénaristiquement parlant, avec quelqu'un au-dessus qui a une réelle compétence pour nous permettre de gagner un peu en maturité. Et ça s'est vérifié par la suite, parce que donc, il y a eu La Belle Mort qui est sorti au label 619 en 2011. Il y a Adrasté qui est sorti en 2 tomes à l'époque, en 2013 et en 2014, pas au label 619, parce qu'à l'époque, c'était une collection qui était encore très cloisonnée, récit urbain. Il n'y avait même pas encore de science-fiction, donc la question ne se posait pas. Mais pour Shangri-La, du coup, je suis retourné au label, et en l'occurrence, au tout début, ça devait être un récit prévu en 3 tomes, parce que Adrasté s'était vautré, ça n'avait pas du tout marché en 2 tomes, Ankama il ne croyait pas du tout, et c'est Run qui a eu cette idée de dire non, ce qu'il faut c'est de 1 faire un one-shot, et de 2 faire un grand format d'eau toilée, qui depuis est devenu à la fois la marque de fabrique un peu de mes albums, et puis qui s'est un peu pérennisé au sein des autres romans graphiques pour apporter une espèce d'ajout qualitatif à l'objet. Voilà. Après, la force, je pense aussi, de cet album Shangri-La, c'est également le prix. Je sais que, voilà, moi en tant que libraire, quand l'album est sorti, on en a parlé à tout le monde à la librairie, et en fait les gens disent non mais j'ai pas beaucoup de moyens, vous savez, parce que c'était souvent à Noël et tout ça. On dit non mais il est à moins de 20 euros, et c'était assez incroyable pour un bouquin aussi qualitatif. Enfin, c'était vraiment un objet, en plus c'était incroyable au niveau de l'histoire. Mais il y a vraiment un mélange des deux paramètres qui était incroyable, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Oui, alors ça c'est une volonté, encore une fois, qui vient de Run et qu'on a embrassé toutes et tous au sein du label, c'est-à-dire de faire les bouquins les plus qualitatifs en termes d'objets possibles, et puis les moins chers possibles. C'est toujours un combat éditorial d'arriver à imposer ça justement à des éditeurs qui ne pensent pas forcément dans cette direction-là. Ça a joué effectivement pour Shangri-La. On sait qu'on a des éditeurs, des grosses maisons d'édition qui ont vraiment râlé par rapport à ça en expliquant qu'on s'abordait un peu le marché. C'est un truc qu'on s'emploie à faire encore aujourd'hui avec de plus en plus de difficultés. Et en l'occurrence, c'est pour ça que Silent Genie a dépassé le seuil psychologique des 30 €, malgré pourtant d'âpres négociations, parce qu'avec l'augmentation du prix du papier et de l'énergie au global, vous avez toutes et tous remarqué que les bouquins sont de plus en plus chers. Alors il y a certaines maisons d'édition qui se gavent, on ne va pas se mentir, mais pour autant, même en essayant de raboter au maximum, on se retrouve à plus pouvoir être sur des prix ultra abordables, mais il y a en tout cas au sein du label effectivement cette volonté de se dire la bande dessinée c'est quelque chose de populaire, et je pense que ça se retrouve dans justement la tonalité de nos productions qui même moi j'essaye de faire des choses qualitatives et intellectuelles entre guillemets, et pour autant ça reste divertissant, ça reste du genre, etc. Et on essaye de rester à cette essence-là de la bande dessinée. Bonjour Mathieu. Salut. Moi j'ai écouté, tu sais, les podcasts de First Print là, d'Arnaud Kikou là, et j'ai vu que tu avais quand même eu des galères par rapport au boulot avec le tradi et le numérique. Ouais. Tu pourras revenir un peu dessus ou... Ouais, bien sûr. Très bien, c'est parti. Alors justement, traditionnellement, moi je bosse mes bandes dessinées. J'ai toujours fait la couleur en numérique. Au moment de faire La Belle Mort, donc de retour en 2010, à un moment j'ai voulu faire du tradi parce que c'est quelque chose, en termes de sensations, le papier, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis sur des paginations aussi grosses que 130 pages, c'était juste pas possible. Donc à partir du moment où j'ai dépassé les 200, c'était fini. Donc toute la couleur a toujours été faite en numérique. Et sur Silent Genie, et sur les précédentes, le dessin, que ce soit le crayonné et l'ancrage, se faisait au tradi. Alors ça a toujours été un peu compliqué parce que moi j'ai jamais voulu faire de concessions sur le niveau de détail que je mettais dans mes bandes dessinées. Et on en parlait tout à l'heure, et c'est pour ça qu'en termes de format, j'ai toujours essayé de trouver un format pas trop grand, quitte à bosser avec des outils très très fins pour essayer d'optimiser la production, parce qu'encore une fois, passer 3 ans sur une bande dessinée de plus de 200 pages, il faut être efficace et avoir un temps de production un peu calibré. Et il se trouve que sur Silent Genie, j'ai un peu dérapé, dans la mesure où j'ai changé de technique d'ancrage. C'est-à-dire que jusqu'à Carbone et Silicium, en fait, j'ancrais au Critérium.
normalement ça ne se voit pas forcément quand vous ouvrez une bande dessinée, parce qu'après le dessin était, le noir était accentué pour que ça ressemble à un ancrage, mais ça me permettait encore une fois d'aller vachement plus vite, parce que l'ancrage traditionnel à la plume, au stylo, etc., il y a un côté très stressant, on ne va pas se mentir, de foirer le dessin et puis de ne pas pouvoir gommer. Donc là, d'ancrer au critérium, ça me permettait vraiment d'avoir un dessin un peu plus lâché, plus rapide, et si vraiment je foirais quelque chose, je gommais et puis je repassais par-dessus. Le fait est que dernièrement, au label 619, que ce soit des Okaye avec Neyev ou des Frontières avec Guillaume Singelin, graphiquement, ils ont vraiment mis la barre très très haut. Et sur Salon Génie, je me suis vraiment dit, il faut que je pousse un peu plus, autrement je vais vraiment me faire dépasser par les copains. Et donc j'ai changé de technique, je suis passé à un ancrage traditionnel avec beaucoup plus de masse de noir, avec de la texture, avec des pinceaux. Et j'ai fait ça sur les 100 premières pages de la bande dessinée et vraiment je m'éclatais, c'était trop bien, enfin vraiment en termes de matérialité, quoi, le rapport au papier, aux gestes, etc. C'était super intéressant, sauf que moi j'avais ma règle de si je veux respecter les délais, il faut que je fasse une planche en noir et blanc par jour, ce qui est déjà plutôt rapide de base, et dès la planche 1, je ne rentrais pas dans les délais en fait, et donc je cumulais le retard jour après jour, et donc au bout de 100 planches et d'autant de jours, et j'ai vu que la deadline, je n'allais pas du tout la respecter, donc je suis passé au tout numérique, c'est-à-dire avec une grosse scintille, l'ancrage. J'ai pris un bon mois pour essayer de retrouver justement le rendu que je pouvais avoir en tradi et avec des pinceaux spéciaux qui correspondraient en numérique au même, enfin voilà, à la même texture. Normalement, si vous lisez l'album, vous ne pouvez pas voir la différence entre tradi et numérique parce que c'est pas... Normalement, si j'ai fait les choses bien, en tout cas, ça se voit pas. C'est à la page 101, trop tard, il l'a dit. Non, si j'étais aussi bien organisé que ça serait ça, mais en vrai, c'est beaucoup plus bordélique. Mais toujours est-il que ça me permet de gagner beaucoup de temps. Ça m'a permis de rentrer un peu dans de respecter la deadline. Et en fait, c'est intéressant parce que ça me permet aussi d'envisager les autres albums différemment. Moi, ça fait quand même quelques années que je me dis, c'est très chronophage de faire de la bande dessinée. C'est très chronophage de faire de la bande dessinée quand on met autant de détails dans les cases. Et ça faisait quelques temps que je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'épure mon style pour continuer à faire des paginations aussi grosses. Et avec l'arrivée du numérique, j'ai plus à faire cette concession-là aussi. Donc je perds un peu du rapport vraiment très matériel à dessiner sur une planche, mais je gagne en efficacité et ça me permet de dire, mais en fait non, même sur les prochains albums, je vais pouvoir continuer à mettre des tartines de petits traits, des milliers de fenêtres dans les décors, parce que je peux le faire, quoi. J'en profite que tu parlais justement des copains. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ton travail sur Shin Zero avec Guillaume Singelin. Là, c'est un style totalement différent puisque tu te rapproches plus du manga. Ouais. Alors, comment s'est passée cette collaboration ? Pourquoi être parti sur le manga ? Et surtout, c'est lequel le Power Rangers le meilleur ? Alors, le meilleur personnage dans Shin Zero, c'est le Power Rangers Rose. Voilà, comme ça, vous le saurez. Et en fait, la genèse du projet, elle est marrante. Elle s'est faite en plusieurs temps. Moi, justement, en sortant d'Adrasté, en sortant de Shangri-La, donc en 2016, j'avais deux projets possibles. Un projet avec des robots qui deviendraient carbone et silicium et un projet avec des Sentai ubérisés. C'est-à-dire j'avais pas de scénario, mais j'avais cette espèce de concept de me dire je suis assez fan du genre tokusatsu dans ce qui véhicule en termes d'imaginaire, en termes de design, il y a des choses très intéressantes. Et pour autant, est-ce qu'il y a moyen de ramener ça à des considérations un peu plus sociales et à un scénario qui serait plus terre à terre ? Je suis parti sur carbone et silicium, du coup, et pas sur ce scénario-là qui est resté dans les tiroirs. Et pour autant, j'en avais parlé aux autres membres du label parce que de toute façon on communique continuellement sur nos projets, sur nos envies. Et en terminant Carbone et Silicium et avant de passer à Salon Génie, j'ai mis définitivement ce projet dans le placard parce que finalement c'était un projet qui allait demander beaucoup de scènes d'action, qui allait demander un lâcher prise dans la mise en scène que techniquement j'étais pas capable de fournir. En fait vraiment, et ça, je pense que ça se confirme avec Salon Génie, moi vraiment des trucs très silencieux, des cases contemplatives, des déambulations de personnages qui juste se baladent dans des décors. C'est vraiment la narration que je maîtrise, c'est celle dans laquelle je m'éclate. Et là, vraiment un truc un peu plus, avec un peu plus d'action, un peu plus punchy. Je sentais que j'étais pas la bonne personne pour le faire. Et Guillaume Singelin,
En sortant de Frontières, et ben c'est lui qui est revenu, enfin il commençait à dessiner dans des coins de carnet justement des Kamen Rider, des Power Rangers, vraiment juste pour le plaisir du dessin. Il s'est souvenu de ce projet-là et on en est venu à se dire, en fait oui, toi tu es la bonne personne pour dessiner ce projet et puis moi j'étais peut-être la bonne personne pour scénariser quelque chose autour de ses envies de dessin. Et ce qui est rigolo, c'est que ça s'est fait très très rapidement. C'est-à-dire, avec Guillaume, on est vraiment de la même génération, on a les mêmes références. On avait déjà bossé ensemble sur un Midnight Tales et donc on savait que, je veux dire, même si on est tous les deux scénaristes, on est tous les deux dessinateurs, mais chacun dans ses rôles, on ne phagocyte pas l'autre dans nos envies. Il y a quelque chose d'assez immédiat et il n'y a jamais des problèmes d'ego ou de trucs d'imposer quelque chose à l'autre, de telle sorte que, Shin Zero, ça c'est vraiment... la production s'est fait vraiment de manière très très fluide et encore là sur le tome 2 et puis après le tome 3 qui va arriver. C'est très très simple de bosser avec lui et je pense qu'on est tellement dans une espèce de symbiose que le scénario c'est presque écrit tout seul aussi. De manière un peu plus technique, le format manga c'est pas imposé au début. Il y avait plusieurs choses, c'est que déjà Guillaume voulait pas faire de couleur sur son prochain projet parce qu'il avait trop galéré sur Frontières. Donc il y avait ce côté de vraiment si je pouvais faire un projet noir et blanc ça serait bien. De telle sorte que même au début, il n'était même pas question de mettre de la couleur dans Shin Zero, donc le fait de rajouter de la couleur sur les personnages, c'est simplement imposé parce qu'à un moment, il fallait les différencier et que c'était quand même plus simple comme ça. Le format manga, il a été questionné justement parce qu'on en discutait tout à l'heure, les bouquins, c'est de plus en plus cher et au label 619, on se pose vraiment la question de continuer à être un éditeur qui fait de la pop culture, qui remet, enfin en tout cas qui continue à être un éditeur qui peut faire de la BD, qui s'adresse vraiment à tout le monde, quel que soit son portefeuille. Et on se rend compte qu'avec des gros one-shots, c'est plus possible. Et le format manga, ça reste un format qui est abordable. Alors c'est pareil, il a fallu encore négocier parce qu'on est à 13,90 je crois, ce qui est quand même plus cher qu'un manga classique, mais bon, nous, c'est pas de l'achat de droit, c'est de la créa, donc c'est un peu obligatoire. Mais donc voilà, ce format manga qu'on est en train de développer de plus en plus, c'est-à-dire que là, il y a eu Shin Zero et Jaune, qui sont sortis pour l'instant. L'année prochaine, cette année, du coup, il y a Asphalte Sauvage, un autre manga qui va sortir, et puis on va pérenniser de plus en plus ce format, parce qu'encore une fois, ça permet à un coût moindre de proposer aussi des œuvres tout aussi impactantes, mais sans la couleur pour le coup. Donc voilà. Il y a une cohérence aussi, que ce soit un format manga sur un et j'allais y venir, et effectivement, là, sur Shin Zero en particulier, comme on est dans un hommage au tokusatsu, au sentai et à la culture japonaise de manière générale, ça prenait sens, et il faut dire qu'en plus, même si le style de Guillaume est baigné de diverses influences, l'influence du manga est quand même assez prégnante dans son dessin. Et tu comptes continuer à faire de la SF après ou... Oui. Oui, j'aime toujours. De toute façon, des fois, Shin Zero, ça pourrait presque être considéré comme de la SF en un sens. Mais en fait, la SF, c'est le genre qui m'intéresse le plus dans la mesure où ça se voit depuis Shangri-La. Moi, j'y mets un peu mes angoisses et puis je fais ma thérapie dans chacun des tomes avec un questionnement différent par histoire. Et là, en l'occurrence, il y a encore plein d'autres raisons de s'angoisser du monde dans lequel on vit. Donc, il y aura d'autres histoires. Dans l'immédiat, le prochain projet, ça sera de la fantasy pour faire une pause justement, parce qu'après 10 ans de SF, rien qu'en termes d'envie de dessin, partir sur quelque chose de moins technologique, ça m'intéresse. Mais ouais, plein d'idées de SF par ailleurs. Oui, parce que c'est vrai que c'est de la SF, mais c'est quand même plus du post-apocalyptique. Enfin, à chaque fois, on est quand même vraiment dans un truc où il n'y a pas d'espoir, quoi. Parce que même Silent Genie, j'espère que tout le monde l'a lu, mais je ne vais pas raconter la fin non plus. Mais voilà, tu vois, tu te dis, il y a un espoir, mais en fait, tu as toujours l'impression que tu vas jamais nous en laisser, quoi. Mais alors, désolé. C'est pour ça qu'en l'occurrence, je parle de trilogie SF sur Shangri-La, Carbon et Silicium et Silent Genie, parce que finalement, la thématique des trois, c'est l'apocalypse, et de différentes manières, avec effectivement la fin d'un monde capitaliste, l'effondrement et la disparition de la biodiversité. Donc voilà, chacun sa thématique, mais pour autant, ça englobe un peu ce sujet de l'apocalypse, et c'est quelque chose du coup, que j'ai fait dans ces 3 tomes, et donc les prochains tomes de SF, autant que je peux, iront dans d'autres directions, parce qu'effectivement, ça, c'est bon, j'ai poncé le sujet. D'accord.
Bonjour Mathieu, moi c'est Valentin. Je te découvre vraiment très récemment du coup avec Silent Genie. Personnellement, j'ai une culture assez novice encore même du monde de la BD. Je t'en avais parlé par rapport tout à l'heure des idées par rapport aux jeux vidéo, tout ça. Moi c'est un monde que je connais beaucoup plus du coup, même le ludique en fait, jeux de société, tout ça. Et je voulais savoir si il y avait quelque chose, tous ces médias-là te servent aussi dans ta création. Est-ce que du coup tu as des jeux vidéo, peut-être de la musique aussi. J'ai entendu la bande son de Silent Genie qui est vraiment très cool, que moi du coup je m'en sers aussi pour jouer à Death Stranding, ça colle très bien du coup par rapport à ça. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose par rapport à musicalité, jeux vidéo ou même secteur ludique, jeux de société, jeux de rôle aussi. Des fois il y a des mondes assez intéressants visuellement aussi qui sont... Je sais pas si du coup tu es influencé par ce média-là aussi. Et je voulais savoir si tu avais aussi des coups de cœur récents que tu pourrais nous partager si jamais tu as découvert des choses comme ça. Ouais. Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant. Je pense que je fais partie d'une génération où justement, nous, on a baigné, du coup, moi, j'ai grandi dans les années 90, où on a baigné avec la BD franco-belge, le manga, le comics, comme je disais, mais aussi le jeu vidéo, les animés japonais, etc., de telle sorte que, moi, souvent, un projet, c'est un agglomérat de beaucoup d'influences qui ne se limite pas à la bande dessinée. Et notamment sur Silent Genie, une des grosses influences, c'est effectivement le jeu Death Stranding, parce que c'est, pour ceux qui ne le savent pas, un jeu post-apocalyptique qui suit grosso modo un livreur de colis dans une espèce d'Amérique qui ressemble à l'Islande, et où finalement il y a une part importante qui est laissée à juste la déambulation dans des paysages dévastés. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve un peu aussi dans Silent Genie. Donc globalement, le jeu vidéo, ça m'intéresse notamment aussi pour l'aspect narration environnementale. En parallèle de Silent Genie, je bossais sur un jeu vidéo avec le studio Game Bakers, qui est un studio montpelliérain, et on va sortir un jeu qui s'appelle Kern, et qui est un jeu d'escalade, donc rien à voir avec la science-fiction. Et pour autant, de bosser dessus, ça m'a permis de voir que du coup, la narration en jeu vidéo, c'est pas une narration linéaire, c'est pas une narration qui se limite à simplement des cinématiques, et c'est une narration qui aussi se fait au travers des décors et de simplement l'observation de l'environnement qui entoure les joueurs et les joueuses. Et ça m'a beaucoup servi dans Silent Genie, où justement je voulais qu'il y ait une part laissée au silence importante, d'où le titre, et à montrer un monde plutôt que de l'expliquer. Ça m'intéressait aussi, c'est-à-dire que dans Silent Genie, il y a je vais vous présenter beaucoup de personnages, beaucoup de factions, beaucoup de paysages, et je ne vais pas vous donner beaucoup de réponses. Et pour autant, à mon sens, si visuellement c'est gratifiant, c'est pas grave de ne pas avoir intellectuellement les réponses. Donc voilà, j'espère que ça répond à peu près. Voilà, comme ça, un jeu que j'ai découvert après Silent Genie, mais qui ressemble vachement, c'est Phare. FAR, c'est un petit jeu indé où on suit grosso modo une monade, même si ça ne s'appelle pas comme ça, où on est un petit personnage dans cette monade qui tourne à l'énergie électrique et au vent, et qu'on fait avancer dans un paysage post-apocalyptique. Et la résonance avec le titre m'a vachement parlé, alors que j'ai vraiment découvert ça tardivement. Voilà. Et quand tu as bossé sur Kern, c'est un monde complètement différent, ça t'a fait bosser sur différemment ou... Ouais. Alors, il faut savoir, donc, effectivement, quand on fait de la bande dessinée, a fortiori quand on est scénariste, dessinateur et coloriste, c'est un travail très solitaire. Et nous, les garde-fous, ils existent au sein du label 619 parce encore une fois, on discute beaucoup ensemble. Mais pour autant, finalement, c'est un travail que je fais tout seul dans mon coin. Je m'étais déjà un peu ouvert à un travail un peu plus collaboratif au sein du label, notamment avec la collection Midnight Tales et puis récemment avec Shin Zero. Mais ça me manquait de travailler en équipe véritablement. Et donc bosser sur un jeu vidéo où on était 15-20 dessus, c'était hyper enrichissant parce que, alors il y a ce côté on doit faire vachement plus de concessions que quand on travaille tout seul, forcément. Et en même temps, moi, techniquement, je suis incapable de faire un jeu vidéo tout seul. C'est-à-dire qu'on est dans un médium où on a autant besoin de graphistes 3D que de programmateurs, que de programmeurs, pardon. Et c'est hyper enrichissant de voir que finalement, il y a plein de corps de métier qui vont s'interconnecter. C'est-à-dire que moi, j'ai fait le scénario et la direction artistique, et pour autant, il y a le game designer qui a aussi fait un peu de scénario parce que tout est intriqué. Il y a les développeurs qui vont donner leur avis, et puis moi, je peux donner des idées de design
parce que ça pouvait avoir une espèce d'écho avec ce que je voulais raconter. Donc c'est assez intéressant. Le travail en équipe, déjà, voilà, moi je trouve que c'est un très bon équilibre de pouvoir faire en solo mes bouquins où j'y mets de moi et qui sont beaucoup plus personnels. Et puis par ailleurs, d'avoir un travail voilà, beaucoup plus collaboratif où artistiquement je m'y retrouve aussi. Thématiquement, peut-être un peu moins parce que je peux moins y mettre de moi, mais pour autant, c'est très gratifiant aussi. Justement, tu parlais des métiers autour du jeu vidéo et tout ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'avènement de l'IA? Est-ce que tu as peur pour ton métier? Ou est-ce que ça va être, je sais pas, un tome 4 au vu de l'espoir que tu as? C'était... oui, bah, on n'allait pas y couper. Hein. Alors, l'IA. Donc, plusieurs choses. L'IA, aujourd'hui, n'est pas encore... une menace pour la bande dessinée spécifiquement, c'est-à-dire c'est une grosse menace pour le graphisme, pour l'illustration. Aujourd'hui, il y a déjà plein d'illustrateurs qui en pâtissent. En bande dessinée, et c'est là où on voit que c'est quand même pas si facile de faire de la bande dessinée, c'est-à-dire la narration bande dessinée, c'est un truc qui est... il y a un vrai savoir-faire pour mettre du sens et du lien entre les différentes cases et choisir des cadrages. L'IA, pour l'instant, est incapable de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des petites BD en IA, notamment sur Instagram. Moi, ce n'est pas très intéressant et ce n'est pas toujours très logique. Et autant demander à un prompt de faire une belle image, c'est possible, autant penser au raccord, à la règle des 180 degrés et à des concepts comme ça un peu cinématographiques. Si la personne derrière le prompt ne les a pas, l'IA ne l'aura pas non plus. Donc, on a un peu de temps. À côté de ça, et je ne vais pas parler pour toutes les maisons d'édition, mais notamment aux éditions Rue de Sèvres, ils sont vachement vigilants à ce qu'il n'y ait aucune production qui soit faite avec de l'IA d'une quelconque manière. Donc, c'est-à-dire que, au moins avec Rue de Sèvres, en tout cas, on a les éditeurs derrière nous pour préserver notre emploi. À titre personnel, je pense que moi je suis arrivé au bon moment parce que dans l'absolu, j'en aurais jamais besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que c'est toujours un peu le constat ou les discussions houleuses qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'IA, elle enlève le processus et moi ce que j'aime dans la bande dessinée, ce n'est pas l'objet final parce que l'objet final il vous appartient à vous, c'est votre bouquin. Moi c'est juste dessiner et si je ne peux plus dessiner, j'ai pas plus d'intérêt à faire ce métier. C'est pas, encore une fois, je cherche pas le beau et je cherche pas à me simplifier la vie. Je cherche juste à prendre du plaisir à dessiner. Donc cette question du processus qui est complètement annihilée par l'IA fait que moi, je ne ressens pas le besoin de l'utiliser, que je n'aurais pas besoin de le faire parce que dans l'absolu, maintenant c'est bon, je suis un artiste établi et les gens ils vont venir me chercher pour mes histoires et mes dessins. Donc voilà, il n'y a pas de risque. Pour les jeunes générations, je trouve ça beaucoup plus compliqué, effectivement, parce que peut-être qu'à un moment, en termes de temps, en termes d'économie de marché, ils seront obligés de l'utiliser. Alors beaucoup ou pas beaucoup, ça j'en sais rien, mais ça sera le marché qui aura dicté cette loi et probablement pas une envie artistique à la base. Donc ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que je me sens un peu privilégié, en tout cas. Mais de manière plus globale, comme de toute façon l'IA arrive et qu'à un moment elle sera capable de faire de la bande dessinée, à n'en pas douter, il y a une vraie question aujourd'hui qui nous anime sur justement notre rapport au beau et notre rapport à avoir... Enfin, tu vois, c'est un peu le même, à mon sens, le même questionnement qu'il y a eu dans le monde de la peinture à l'arrivée de la photographie par rapport justement le rapport à l'exactitude, à la peinture belle, et c'est ce qui a donné ensuite tous les autres courants artistiques qui se sont émancipés justement de l'exactitude au réel et peut-être que nous aussi en bande dessinée, je pense qu'en tout cas des styles un peu plus originaux, un peu plus radicaux qui peuvent pas être reproduits par l'IA vont probablement émerger et ça va peut-être donner un élan différent en tout cas à l'art. Dans vos BD, vous parlez de la fin du monde capitaliste, la biodiversité, etc. Pourquoi ces thèmes-là ? C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, parce que c'est les thèmes qui m'angoissent. Mais en gros, effectivement, il y a un truc, c'est que... Donc je disais, moi, je me destinais pas à être scénariste. J'ai scénarisé La Belle Mort, mon premier bouquin, vraiment au pif, par hasard, sans aucune expérience, parce que
avec les influences du moment. Adrasté, donc mon second album, c'est de la mythologie grecque, et c'était un peu pareil. Alors, il y a plus de maîtrise, mais vraiment, c'était pourquoi pas partir sur la mythologie grecque parce que ça me plaît. Il y a des questionnements philosophiques vis-à-vis de l'immortalité parce que j'aime bien mettre du sens dans mes œuvres, mais bon, voilà, pas plus. Et c'est à partir de Shangri-La où vraiment il y a eu cette idée de se dire j'ai besoin vraiment de mettre du sens dans mon métier, d'avoir l'impression d'être un peu utile. Alors non pas que l'art a cette obligation à être utile, mais moi personnellement, j'avais vraiment besoin de me dire il faut qu'il y ait un message dans mes bouquins, il faut que je questionne et que les lectrices et les lecteurs, en sortant, soient animés de ces questionnements-là. D'où le passage à la SF et d'où le fait de s'emparer effectivement de sujets de société, mais qui vont effectivement du capitalisme au spécisme en passant par l'effondrement écologique. Bonjour Mathieu. Bonjour. Moi, surtout au niveau de Silent Genie, mais dans les 3 derniers, j'ai vu beaucoup de références, je ne sais pas si vous connaissez, aux anciens livres Fleuve Noir, Anticipation. Mon père était un gros lecteur, c'était des romans de poche, c'était des romans de gare, et c'était beaucoup du post-apo aussi, qui reprenait beaucoup aussi les inquiétudes de l'époque, donc le nucléaire, une 3e guerre nucléaire en ce genre-là et tout. Et moi, j'ai vraiment ressenti ce... Enfin, je lisais ça, j'étais petite, j'avais 12 ans, je ne devrais pas. Mais en lisant vraiment votre trilogie de la science-fiction, j'ai vraiment retrouvé cette envergure de SF qu'il y avait vraiment dans les années 70. Et que ça soit dans la contemplation ou dans les sujets, moi, ça m'a fait vraiment un retour en arrière et vraiment du bien, en fait, de retrouver de la bonne SF française, en fait. Oui, alors effectivement, je n'ai pas la rêve de cette collection en particulier, mais effectivement, en fait, mes références SF, elles sont du côté de la littérature. Et d'ailleurs, quand moi j'ai commencé Shangri-La, pas du tout du côté de la bande dessinée modulo Universal War One, qui était justement pour moi un digne héritier de la littérature SF française. Mais autrement, SF à cette époque-là, encore une fois, c'était du space opéra, c'était influencé par Star Wars plus que la littérature. Et c'est vrai que du coup, moi, souvent les inspirations en SF, elles vont plutôt venir effectivement plus de cette littérature des années 70 aussi. Complètement. Alors si un jour vous tombez dessus, je vous conseille. Il y a des très bons titres. Ça marche. Bonjour, je me permets de revenir sur Kern. Je voulais savoir si c'était un souhait personnel de faire du jeu vidéo ou est-ce que c'est le studio qui vous a contacté. Je sais qu'au label, il y a Simon aussi qui a travaillé sur Haven et Fury du même studio. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a un lien aussi qui s'est fait à ce niveau-là, je ne sais pas. Le studio Game Bakers, son postulat, c'est d'avoir une direction artistique différente à chaque jeu. Et donc c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et donc là, en fait, de manière un peu fortuite, c'est tombé sur moi pour Kern, c'est-à-dire que c'est eux qui m'ont contacté. Et en l'occurrence, parce qu'ils avaient aimé Carbone et Silicium et pas pour les liens que je pouvais avoir avec Simon. Et alors ce qui est intéressant, c'est que moi le jeu vidéo, c'est un médium qui m'intéressait depuis longtemps et il y avait des envies de bosser dedans. Parce que justement, il y a un truc assez intéressant, c'est que pour avoir touché du doigt le cinéma et l'animation via des adaptations de mes bouquins qui ne se sont jamais faites parce que c'est des grosses machines, qu'il faut arriver à convaincre des financeurs et qu'il y a beaucoup trop de concessions à faire pour que l'œuvre finale ressemble à l'œuvre originale. J'avais cette intuition qui s'est confirmée que dans le jeu vidéo, c'est encore un espace de liberté assez important pour pouvoir raconter ce qu'on veut sans trop de concessions. Et donc ça s'est vérifié effectivement avec Kern et ça me donne envie. Moi, c'est un médium en plus qui est assez intéressant, donc qui est très différent en termes de narration de ce qu'on fait avec la bande dessinée et où pour autant, en fait, de par l'interaction, il y a encore beaucoup de choses à défricher, à découvrir, je pense. Et autant le médium bande dessinée, je pense, en termes de narration, est un peu cloisonné. Enfin, il y a de l'innovation à trouver, mais on reste quand même dans des patterns, dans des schémas qui sont bien établis. Autant, raconter des choses par le jeu vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il y a d'autres choses à découvrir. Voilà. Merci. Bonjour. Salut. Alors moi, c'est le rapport à la critique. J'aime bien le rapport à la critique. Je viens du cinéma, j'ai vu des films énormes se faire descendre. C'est toujours plus facile de descendre un film que de l'encenser. C'est pareil pour tout, pour un livre, tout.
J'ai révisé hier parce que j'avais cette impression-là. J'ai lu les critiques sur votre BD. J'en ai pas vu une mauvaise. Ça fait quoi de se sentir aimé à ce point-là? Ah non. Alors, je vais pondérer ça tout de suite. Hein. Il ne faut pas aller voir les commentaires sur je parle de critiques, pas de commentaires. Sur Amazon ou des trucs comme ça. Et là, il y en a. Non. Alors franchement, alors il y a un truc, c'est que moi je comprends toujours pas comment il y a autant de gens qui aiment ce que je fais. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire, non mais bosser 4 ans sur un projet tout seul, il y a cette peur, pas de pas plaire, mais en tout cas cette peur de dire est-ce que ce que je suis en train de faire aura du sens pour d'autres personnes. Ça, c'est un vrai questionnement. Donc il y a un vrai soulagement quand le bouquin arrive dans la main des libraires en premier et des lectrices et des lecteurs ensuite, de se dire je suis pas complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est rassurant. Et pour autant, non, des critiques, il y en a plein, notamment vis-à-vis de mon style de dessin. Si vous n'êtes pas tombé sur des critiques qui critiquaient mes visages et mon nez, c'est que les nez que je dessine, globalement, vous n'allez pas vous plaindre. Hein. Mais, à côté de certaines autres BD cette année qui en ont pris plein la tronche, franchement, j'ai lu 90% sont positifs. Quoi. Non, mais alors, je n'ai pas d'explication à ça et je trouve ça très, très étonnant parce que j'ai la chance d'avoir des livres qui se vendent dans des proportions qui sont assez peu explicables aujourd'hui au regard du genre, c'est-à-dire de la SF, et 2, du marché en général. Donc je me sens très très chanceux vis-à-vis de ça. Mais globalement, mon rapport à la critique a quand même beaucoup évolué ces dernières années. C'est-à-dire au sortir de... avant Shangri-La, il n'y avait pas de rapport à la critique parce que mes bouquins étaient très très peu lus. À partir de Shangri-La, il y a eu cette espèce d'énorme pression de se dire « Ah oui, mais en fait, il va pas trop falloir se foirer pour la suite. » quoi. Donc Carbone et Silicium, moi, ça a été vraiment une épreuve de l'écrire, de le dessiner, parce que le deuxième album, c'est celui où on confirme que ce n'était pas qu'un coup de chance et que finalement, ce que je racontais était pertinent d'un album sur l'autre. Et comme Carbone et Silicium a marché, c'est pareil de manière au global en termes de vente, mais surtout en termes de critique, finalement sur Silent Genie, j'étais beaucoup plus serein. D'ailleurs, ce qui m'a permis d'être un peu plus radical dans ma narration. Pour ceux qui ont lu tous les albums, vous aurez pu voir que c'est plus difficile de rentrer dans Silent Genie, parce que je suis parti du principe que justement, j'avais moins de concessions à faire. Les gens m'auront connu normalement sur Shangri-La et Carbone et Silicium, seront un peu plus à l'aise avec ma narration, et donc on est sur quelque chose de plus cryptique parce que je pouvais me le permettre. Et au niveau des critiques, je les lis plus, c'est bon. À partir du moment où là, je suis rassuré que quand les libraires ont le bouquin dans les mains et que je peux rencontrer des gens comme ça en librairie ou en festival, j'ai plus ce besoin d'aller sur Internet me rassurer, et ça me fait du bien. C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que vous dites que vous êtes plus radical sur Silent Genie, qui a quand même, a priori, je pense, élargi votre base de lecteurs. Donc, moi, personnellement, je ne vous ai pas lu avant. Je vous ai pas lu avant, je vous ai connu que radical, en fait. Et donc, je suis quand même rentré dedans, donc c'est assez intéressant. Je n'ai aucune explication à moi ça. Non plus. Moi non plus, c'était comme ça, gratuit. Ouais, non, mais ouais. Alors moi je voulais, avant de poser une question, revenir sur l'aspect tout à l'heure de pessimisme. Moi je ne sais pas si c'est que moi, mais j'y ai vu quand même un peu d'espoir et d'optimisme quand même, notamment dans les parties post-apo, plus que dans les livres avant sur la collapsologie, où là c'est plus dur effectivement. Donc là notamment dans la question des transmissions jeune génération, renouvellement. Mais ma question c'était, et l'originalité par rapport à Silent Genie, c'est qu'en fait je me demandais si ce thème de la santé mentale, ça part de là. Et comment, en fait, tu t'es dit, je vais traiter ça dans un univers de SF, ce sujet-là? Ouais, alors, vaste question. Alors, il y avait plusieurs choses. Effectivement, c'est un bouquin qui est plus optimiste parce qu'il a suivi aussi, moi, l'évolution de mes pensées sur ces 10 dernières années sur l'engagement militant et l'évolution du monde. C'est-à-dire Shangri-La, c'est une espèce de pamphlet anticapitaliste assez frontal, mais assez militant, qui parle de révolution, de manifestation, etc. Et finalement, ça ne m'a pas complètement convaincu parce que les manifestations et le militantisme, on a vu les limites de leurs actions, et notamment même en France ces dernières années, notamment avec les Gilets jaunes. Sur Carbone et Silicium, moi j'étais vraiment en full collapsologie, donc c'était vraiment la belle époque, Pablo Servigne. Ah bordel, je voulais faire du name dropping et puis je vais en nommer qu'un. Nul. Bon, vous aurez les autres en tête, hein. Mais bon, tous
tous ces bouquins qui prédisaient la fin du monde, mais qui en même temps étaient dans la mise en garde et dans cette dimension de oui, bah là, les accords de Paris, la COP, je sais plus combien, la COP 21, on a des objectifs clairs, on va être sous les moins 1 degré d'ici à 2100, etc. Et puis après, il y a eu le Covid, le monde d'après qui n'est jamais arrivé. Et puis là, cette espèce d'accélérationnisme qu'on a, notamment dernièrement avec Trump qui justement sort de l'accord de Paris, dénigre le GIEC, etc. Et donc, on se retrouve avec, donc, moi, l'écriture de Silent Genie, où il y a cet accélérationnisme, il y a ce rapport à l'échec des tentatives qu'il y a eu de mettre en garde face à un monde en déliquescence. Et pour autant, comment, déjà, moi, j'écris quelque chose par rapport à ça, et comment j'en sors quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'être dans le full dans la négativité pure, c'était pas intéressant et le Covid a en plus apporté une dimension différente justement. Et donc là, je renvoie sur la santé mentale. Le Covid, Silent Genie, c'est un album post-Covid assez évident, notamment par son rapport à la santé, à la fin de vie et à la santé mentale. De un, parce que ce n'est pas des thématiques qui sont souvent développées en post-apo, c'est-à-dire qu'on va surtout parler de survie, c'est des récits survivalistes par essence, les récits post-apocalyptiques. C'était pas quelque chose qui m'intéressait de reproduire, donc je voulais déjà un angle différent. Sur la santé mentale, parce que de un, j'étais concerné, et de deux, c'est un sujet de société, notamment, c'est le pourcentage que je sors à chaque fois, mais on part du principe qu'il y a un quart des personnes de 15 à 25 ans qui sont en dépression aujourd'hui, et que c'est une dépression qui est politique, qui est directement liée à l'état du monde dans lequel on vit. C'était un angle que je pouvais traiter dans la mesure où moi, mon postulat sur Silent Genie, c'était partir de l'impuissance du personnage principal qui était l'émanation de ma propre impuissance vis-à-vis d'un monde dans lequel on n'a plus aucune prise en tant qu'individu, et de voir comment le dépasser, parler de résilience et donc aller vers une fin un peu plus positive que sur mes précédents bouquins. Pour revenir au bouquin et à l'objet, en fait, je voulais savoir si, que ce soit toi ou le label 619 dans son entièreté, avait vraiment conscience, alors là je parle pour moi, mais avait vraiment conscience d'avoir démocratisé le terme roman graphique dans ce qu'il a de mieux. C'est-à-dire que pour moi, roman graphique, ça a été très clairement inventé comme un terme pompeux pour comment permettre à ceux qui veulent en lire sans problème du comics ou de la BD. Et en fait, je trouve qu'il y a un alignement de planètes avec le label et avec toi et avec ce que vous proposez dans l'objet, parce que justement, ça peut se caler dans un rayon comics comme un rayon BD, et je pense que les libraires sont bien contents de pouvoir le faire. Et oui, effectivement, il y a tellement d'influence, en fait, qu'aujourd'hui, c'est un truc hybride qui, pour le coup, peut choper les lettres de noblesse du roman graphique, parce que ça veut, pour le coup, dire ce que ça veut dire. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est une question de timing. C'est-à-dire que quand, encore une fois, Run propose pour Shangri-La de passer sur ce format-là, il ne se rend pas compte qu'effectivement, il va faire effet boule de neige. Et c'est vrai qu'après, nous, on ne s'en est pas rendu compte immédiatement, mais tu vois, j'en discutais avec Merwan Chaban qui a fait Mécanique Céleste, et au moment de pitcher son bouquin aux éditeurs, c'était en fait, je veux faire un bouquin à la Shangri-La, parce qu'il y avait le format, il y avait le bel objet, etc. Là, dernièrement, j'ai appris que Panini, ils ont commencé à faire l'édition prestige d'Eau-Toilée parce que la collection du label 619. Mais ce qui est marrant, c'est assez étonnant. Alors, quand Run en parle, c'est assez contre-intuitif parce que justement, lui, il vient de la culture comics, et faire un grand format d'Eau-Toilée qui a un aspect très vieillot, dans l'esprit de tout un chacun à la base, c'était un peu antinomique. Et finalement, ouais, encore une fois, ça fait effet boule de neige. Mais c'est assez fou, et pour autant, je pense que c'est ce qui fait un peu le succès de mes bouquins. Tu vois, ce format, il n'y aurait pas eu ce format, je pense que ça n'aurait pas marché pareil, quoi. C'est pour ça que je parlais d'alignement de planètes, c'est parce que vraiment, je pense que c'est un truc de vase communicant qui fait que ça marche comme ça. Et je pense, vraiment, sans vouloir dire quoi que ce soit, mais que ça, je dis pas que ça pourrait pas marcher autrement, mais en tout cas, ça pourrait pas marcher aussi bien. Oui, complètement. Avec cette configuration. Oui, je suis d'accord. Bonjour. Vous avez parlé des années 90, de jeux vidéo, on est à peu près de la même génération. Vous avez parlé aussi que vous aimez bien les narrations assez contemplatives, pas à l'aise avec les scènes d'action, mais beaucoup prendre le temps, poser. Est-ce que vous avez joué à votre époque à deux jeux qui m'ont rappelé cet univers,
Flashback et notamment Another World, qui est vraiment un jeu où il y a vraiment ce côté, il n'y a pas vraiment d'action, mais le héros se balade. Est-ce que c'est des jeux que vous avez poncés quand vous étiez ado comme moi, quoi? Ouais, alors, pour le coup, c'est des jeux qui sont un peu plus vieux que moi, pour le coup. Mais Another World, je l'ai fait un peu plus tardivement. Et effectivement, ouais, en termes de connexion, oui, c'est assez évident sur l'aspect contemplatif. Et puis encore une fois, le fait pas donner toutes les clés et juste catapulter quelqu'un dans un nouveau monde et voir comment il se débrouille. Bonjour, j'ai une question, c'est par rapport au rôle du coup de Run. Aujourd'hui, vous disiez qu'il était un mentor au début. Est-ce qu'il a encore ce rôle maintenant? Est-ce que, entre guillemets, le maître a dépassé l'élève a dépassé le maître? Je n'irai pas jusque-là peut-être, mais est-ce qu'il a encore ce rôle aujourd'hui en fait sur Silent Genie Oui, toujours en fait. Alors pas tant sur le scénario ou le dessin, où là on est à un moment où chacun se fait confiance, mais avec Florent Maudou, avec Guillaume Singelin et donc avec Run, on ne se fait pas vraiment de retour sur le scénario ou le dessin, enfin, à part quand il y a des énormités, quoi, avec des choses qui ne passent pas, mais autrement on se fait suffisamment confiance, mais sur toute la sensibilité à l'objet, tout le travail technique sur l'impression. Enfin, lui, il a 15 ans de savoir-faire au sein d'Ankama, quoi, qui lui ont permis vraiment d'avoir une expertise sans faille. Donc là-dessus, ouais, on est toujours très dépendant de lui et de son savoir-faire parce que, encore une fois, c'est ultra rare d'avoir un éditeur qui soit auteur lui-même et qui soit aussi bon techniquement sur justement comment on fait un beau livre, quel papier sera le mieux pour tel projet. Est-ce qu'il faut un papier vraiment 100% blanc, un peu crème, qui boit beaucoup, est-ce que les couleurs vont bien ressortir? Enfin, c'est des trucs, moi je suis encore très loin d'être calé à ce sujet, quoi. Pensez juste, tu parlais tout à l'heure, donc je reviens sur le jeu vidéo là, sur lequel tu as participé, où en fait tu as commencé quand même par nous dire que ça allait être galère de faire ce fameux Silent Genie, où au bout de 100 jours tu avais déjà du retard. Comment d'un coup tu arrives, tu dis bon, quand tu fais, je vais prendre un autre travail, ça va être cool au milieu. Oui, et Guillaume Singelin qui au milieu de Silent Genie me dit si on faisait Shin Zero, super. Génial. mais bon, je n'allais pas dire non. Mais en fait, ça m'a permis de trouver justement le bon équilibre. Je me rends compte, parce que en fait, mine de rien, je vieillis et je suis plus capable de passer 10 heures par jour, 6 jours par semaine sur une planche de BD et en plus de trouver ça fun, quoi. C'est vraiment fini, le fun a disparu. Et donc le but c'était d'arriver à être motivé sur Silent Genie et c'était vraiment pas évident. Globalement, moi c'est à partir de la moitié de l'album où je me dis c'est bon, là j'ai fait le plus dur et ça peut s'enchaîner, mais autrement la première moitié, psychologiquement, j'en vois pas le bout. Et donc d'avoir du travail collaboratif qui me sorte de ce truc très très répétitif, c'était un peu une bouée de sauvetage, quoi. Grâce justement au passage en numérique, j'ai pu tout faire. Et bon, voilà, c'était un peu short, on va pas se mentir, mais ça passait, quoi. Et pour les deadlines, c'était bon. Voilà. Non, ils étaient tellement confiants qu'ils m'ont rajouté 5 couvertures à faire avant le départ à l'impression, mais autrement, ça allait, quoi. Alors bonjour Mathieu. Aujourd'hui, je voyais par rapport au réseau pour le label, le développement de tous les trailers quand vous lancez des BD, les vinyles qui apparaissent. Est-ce que ça donne envie au label de peut-être développer justement sur d'autres médias, même si l'expérience de Run par rapport au film Tafekaz a été assez compliquée, ou est-ce que non, justement, vous vous dites, voilà, on reste dans cet univers BD et puis on reste là-dessus? C'est fluctuant. En fait, au moment du passage chez Rue de Sèvres, en fait, on était, nous, pleinement indépendants en tant que label et on s'est vraiment posé la question, malgré l'expérience de Run, de pousser
dans d'autres directions, notamment l'adaptation animée, l'adaptation cinéma. On a rencontré beaucoup de gens, on a commencé à bosser sur des trucs et cumuler ça, plus le travail d'éditeur, plus auteur complet. En fait, on est tous finis en burn-out au bout d'1 an et demi. Et donc, du coup, maintenant, c'est un peu différent. Je sais qu'avec Run et Guillaume, on est plus sur... non, mais en fait, ce qui nous plaît, c'est la bande dessinée. Et en plus, ça nous a un peu échaudé les expériences qui ne se sont jamais concrétisées. Et donc nous, on a un peu freiné par rapport à ça. Et en fait, on est content et on se rend compte que c'est vraiment... c'est un médium d'expression libre et totale, quoi, qui a peu d'équivalent ailleurs. Et Run, à contrario, lui qui aime bien se rajouter des difficultés, il est à fond sur d'autres trucs qui sortiront dans quelques années parce que le transmédia l'intéresse toujours autant. Mais encore une fois, tout ça repose beaucoup sur les épaules de Run parce que même que ce soit... Alors, pas le vinyle de Silent Genie, mais sur le vinyle de Carboné Silicium et sur tous les goodies qu'on fait à côté. Il faut savoir que tout ça, c'est dans la cuisine de Run, dans des cartons qui commencent à embêter sa famille parce qu'il a cette énergie et cette volonté de faire grossir le label que je ne sais pas où il trouve cette énergie parce que nous, rien que faire des BD, ça nous suffit déjà pas mal. On parlait d'autres médias, de cinéma. Je sais qu'on a eu l'auteur de Jaune qui est venu dédicacer et j'en discutais avec lui. Jaune, ça a clairement un potentiel pour faire un animé ou même un film. Hein. On s'est amusé à faire un casting en discutant avec lui. Je trouve que c'est de tous les projets du label, Jaune, c'est vraiment celui qui a le plus qui a un vrai potentiel à être... porté à l'écran, je trouve. Le slasher, c'est très moderne. Ça revient à la mode. On peut faire une BO métal assez exceptionnelle. Je sais pas après si c'est dans les cartons, mais je trouve que Jaune... Non, mais encore une fois, se faire des films dans sa tête, ça marche super bien. Hein, mais à partir du moment où on commence à discuter avec des prods, ça devient ultra galère. Moi, je suis très pessimiste sur ce versant-là du truc. Bonjour Mathieu, je voulais revenir sur Silent Genie et notamment ces personnages. Il y a beaucoup de personnages féminins. Je voulais savoir à quel moment les personnages t'étaient venus. Est-ce que c'était quelque chose qui s'était imposé naturellement, si c'était une volonté de ta part? Voilà. Y a un truc qui est assez intéressant en post-apo, c'est que le post-apo sont des récits extrêmement masculins qui montrent des hommes qui survivent, qui se battent. Et en filigrane, le post-apo, tu vois, c'est l'homme contemporain qui retrouve un peu sa nature d'homme fort et qui prend soin de sa famille. Tu vois, littéralement, c'est ça quoi, en substance, c'est une espèce de réaffirmation de la masculinité. Et c'était pas vraiment une thématique qui m'intéressait. Et à contrario, moi je voulais créer du commun, créer du collectif. Et il y avait, à mon sens en tout cas, une sensibilité féminine, mais ne serait-ce que dans l'éducation, tu vois, l'éducation au social. Et elle est plus prononcée, encore une fois c'est personnel, mais dans ce qu'on enseigne aux femmes par rapport à ce qu'on enseigne aux garçons, aux jeunes enfants. Et donc ça me paraissait naturel qu'une communauté qui se reconstruise sur des bases saines, elle soit faite de manière plus globale par un groupe de femmes. Ouais. Et pour revenir au vinyle, la collaboration avec Toxic Avenger, ça s'est fait comment ? Eh bien, Toxic Avenger, en fait, c'est une personne qu'on connaît vraiment depuis longtemps, qui gravite autour du label depuis presque une dizaine d'années. Parce qu'à la toute base, c'est lui donc, qui a fait la musique pour le film Moutafekaz, qui est sorti, je sais pas, en 2017 ou 2018. Et depuis, en fait, il nous filait un coup de main systématiquement quand on faisait justement un trailer de bande-annonce qui durait 1 minute. C'est lui qui faisait la musique, sans forcément se créditer, mais parce que voilà, on lui faisait lire nos BD, on lui les envoyait, il les aimait et puis il faisait la musique. Et sur Silent Genie, ça a été à peu près le même processus. Et moi, 1 an avant la sortie, je lui ai envoyé une version en noir et blanc. Il manquait encore pas mal de pages, etc. Mais pour déjà savoir s'il serait OK de faire la musique du trailer. Et en fait, il a beaucoup aimé l'album. Ça rentrait en plus en résonance avec des expérimentations musicales qu'il avait envie de faire à un instant T.
de telle sorte qu'on est passé de je fais un trailer à pourquoi pas faire quelques musiques à finalement il y a 11 titres au total dans l'album. Donc pour le coup on en a un peu discuté, mais voilà, autant le dessin je roule ma bosse, autant la musique je l'ai laissé complètement faire et le résultat est très bien et complètement raccord avec l'ambiance que moi je pouvais me faire de l'univers. Je suis bibliothécaire. Tout ça pour dire que j'adore le label 619, mais en tant que bibliothécaire, c'est un label qui est très compliqué pour nous, parce que, comme vous devez le savoir, on doit ranger et surtout placer nos albums, nos BD, nos romans dans un style particulier. Et je sais qu'au label, vous êtes très attaché à ne pas mettre vos albums, vos BD dans un style particulier. Ça a été le cas avec Jaune, ça a été le cas avec Shin Zero. Est-ce que vous êtes très attaché à ça, ou est-ce que vous pardonnez aux bibliothécaires de devoir quand même plus ou moins classer vos albums, soit en manga pour Shin Zero, soit en comics pour certains ou autre? Alors, oui, je vous pardonne. C'est gentil. La bonne réponse, c'est qu'il faudrait que dans chaque bibliothèque et chaque librairie, il y ait juste une bibliothèque label 619. Je pense que c'est la base et c'est ce qui fonctionnerait le mieux. Mais au-delà de ça, c'est une réflexion qu'on a souvent au sein du label, parce qu'effectivement, c'est difficile d'être identifié et il y a un travail avec les représ justement pour est-ce que Shin Zero, on le met en manga, mais en même temps, Guillaume et moi, on est des auteurs franco-belges. Est-ce qu'il faut mettre en manga et en franco-belge? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont vouloir le mettre en comics parce que l'ADN du label, c'est les comics? Donc, dans le doute, mettez-en partout. Je pense que voilà, c'est la réponse finale. Parfait. Et encore, ça va, à label 619, il n'y a pas besoin de changer de comics en graphics. Oui, non, c'est bon, ouais, effectivement. Oui. Dernière petite question, on parlait de post-apocalyptique et d'univers assez masculin. Est-ce que tu as vu Mad Max Fury Road, où Tom Hardy est soi-disant le héros, mais c'est surtout Furiosa, et notamment Furiosa de Anna Taylor-Joy, qui a très peu de texte en plus, elle doit dire 10-15 phrases grand maximum dans le film, qui me fait penser un peu à la notion de silence. Est-ce que tu les as vus et qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai vraiment adoré ces 2 nouvelles versions de Miller de Mad Max. Ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. En fait, de toute façon, Mad Max, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. C'est-à-dire quand on parle de post-apo, je veux dire, c'est Mad Max en premier et point. Et justement, je trouve que le cinéma de George Miller est intéressant en ça qu'il a su évoluer justement en passant de thématiques très classiques sur les 2 premiers Mad Max, tout du moins, à quelque chose de beaucoup plus moderne dans les thématiques, dans ce qu'il avait à raconter sur la suite. Et c'est intéressant et intelligent justement de prendre un genre et de le subvertir suffisamment pour qu'il colle aux préoccupations contemporaines. C'est un peu le piège en science-fiction justement parce qu'on se base souvent sur des grands récits et parce que la science-fiction est très très codifiée et notamment sur le genre de la dystopie et le risque nucléaire dont on parlait qui appartiennent à une époque qui est celle de la guerre froide et si on était dans la perpétuation de ces mêmes genres, finalement on raconterait rien de nouveau. Bon, même si je suis en train de regarder la série Fallout, qui est et qui pour le coup, ça marche quand même plutôt pas mal. Avec une femme encore. Ouais, mais on est sur de la menace nucléaire qui, alors j'allais dire qui nous parle plus trop, mais finalement, bon, ça revient un peu à la mode. Moi, je voulais juste revenir sur, tu parlais tout à l'heure donc du métier très solitaire, et c'est aussi pour ça que bosser sur le jeu vidéo, t'avait fait du bien de bosser en collectif. Après, vous arrêtez pas de dire, enfin, tu t'en parles, mais que Guillaume dit la même chose. Enfin, le label, ça reste aussi un côté, vous êtes très proches les uns des autres. Il n'y a jamais eu une idée, alors peut-être que parce que vous habitez tous trop loin, mais en fait de créer vraiment un espèce d'atelier en fait où, et
Donc atelier réel. Je pense que c'est compliqué entre ceux qui habitent à Paris, ceux qui habitent à Grenoble, ceux qui habitent à Lille, etc. Mais je sais, et là c'est juste une idée, mais j'avais des auteurs en fait qui à l'époque faisaient, d'ailleurs je crois que Denis Bajram en fait partie, faisait partie d'un truc où ils sont juste, alors c'était à l'époque via Skype ou via je sais plus quel truc, et en fait ils se branchaient tous les matins et chacun dessinait, t'entendais gratter l'autre le papier, t'entendais le cric du papier ou le tap tu sais sur la tablette et voilà. C'était ça. Et alors nous, voilà, quotidiennement, on se parle de manière textuelle, quoi. Et non, je pense que c'est le bon équilibre dans le sens où effectivement, il y a une vraie émulation. Encore une fois, on se parle quotidiennement. Et pour autant, je pense comme on est des ours, tu vois, il y a le bon équilibre entre voilà ce contact-là et puis rester à gratter sa planche avec un plaid sur le dos et une lumière tamisée, quoi. Faut pas qu'il y ait de caméra pour te regarder avec ton plaid, c'est ça. T'as quoi? T'as un plaid de requin, tu sais, avec le truc là, bien chaud là. Est-ce qu'à l'avenir, vous voyez potentiellement écrire des BD pour un public qui est beaucoup plus jeune pour sensibiliser sur certains thèmes? Ouais, exactement. De toute façon, ma manière d'envisager l'écriture, elle a changé depuis que j'ai des enfants. Et depuis que j'ai découvert le monde d'ailleurs de la jeunesse qui est foisonnant et à plusieurs titres, beaucoup plus riche en fait que la bande dessinée en termes stylistiques, en termes de ton, en termes d'expérimentation même. Je ne sais pas s'il y a des parents qui connaissent Hervé Tullet, voilà, c'est assez fantastique ce qu'il fait en termes d'interaction justement avec ce qu'on peut raconter et comment on peut impliquer les lectrices et les lecteurs dans le bouquin. Et oui, il y a un truc assez intéressant, la notion de... C'est un peu plus politique, mais la notion de bataille culturelle est importante à mon sens aujourd'hui, dans la mesure où on a des grands médias qui sont aux mains de personnes riches et réactionnaires, et qu'il faut contrebalancer ça avec des récits qui ouvrent des imaginaires qui soient, en tout cas pour moi, plus progressistes. Et ça commence très très tôt, en fait, et il y a un vrai enjeu à avoir des récits aussi pour la jeunesse qui soient... qui véhiculent en tout cas ce genre d'idées et puis qui sensibilisent à des thématiques qui pour autant pourraient être dures. Et c'est pour ça que en fait, ça tombe bien parce qu'avec Rue de Sèvres, je suis tombé chez la Bonne Maison d'édition parce qu'il y a l'école des loisirs à côté. Et donc en fait, de manière très pragmatique, avant ma prochaine bande dessinée, mon tout premier projet qui sortira, c'est un bouquin pour enfants. Donc voilà. Salut Mathieu, tu parlais de bataille culturelle et je retiens ma question depuis un petit moment. Est-ce qu'une BD sur les préoccupations de chacun, notamment la montée de l'extrême droite, pourrait être envisagée à très court terme ou par exemple, à très court terme, en 2027 au hasard? C'est un peu le problème, mais c'est une réflexion un peu plus globale, c'est que je mets beaucoup trop de temps à faire mes bouquins par rapport à l'accélérationnisme de l'actualité. C'est une question que je m'étais vraiment posée alors de manière un peu plus légère par rapport à Carbone et Silicium, où je parlais d'IA. Carbone et Silicium est sorti en 2020 et finalement ChatGPT est sorti en 2022, donc j'ai évité la difficulté entre guillemets, mais sur des sujets de société, c'est pas qu'il y a urgence, de toute façon il y a plein d'autres BD qui sortiront sur le sujet, mais oui, en tout cas la montée de la pensée réactionnaire et notamment de cette capacité qu'ont certains à vraiment assimiler des théories rances qu'on pensait léguer aux oubliettes, ça fera partie aussi de ce que j'ai envie d'écrire sur la prochaine bande dessinée. Ouais. Voilà. Et donc tu disais que tu avais déjà des projets en tête, est-ce que tu as déjà commencé ou tu fais une pause? Non, j'ai déjà commencé. En fait, je mets tellement de temps à faire mes BD que j'ai largement le temps de penser à la suite. Et en l'occurrence, les 6 derniers mois de chacune de mes BD, ils sont alloués à la couleur. Et la couleur, c'est quelque chose de très, très automatique, c'est-à-dire qu'il faut que je tombe 3 planches par jour. Donc ça enchaîne, et ça me laisse vraiment le temps de commencer à écrire des choses sur les projets suivants et les projets suivants. Enfin là, moi, je sais ce que je fais sur les 3 prochains projets et donc sur les 15 prochaines années, quoi, en définitive.
Et après, ça sera la retraite. Mais là, ouais, pour le prochain projet, justement, souvent, un projet est la prolongation de quelques questionnements qu'il y avait dans le projet précédent. Et moi, il y a des thématiques justement sur la transmission et l'aspect et la confrontation générationnelle qui m'intéresse. Donc on voit un petit peu dans Silent Genie, qui sont développés aussi dans Shin Zero, et je voudrais les aborder de manière aussi un peu plus frontale dans le prochain projet, parce qu'il y a ce côté intéressant. Je trouve que qu'est-ce qu'on laisse comme monde à nos enfants, ça n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de monde. Et donc voilà, et pour le coup, ça ne sera pas de la SF, donc ça sera de la fantasy. Mais la fantasy, c'est rien que de la SF avec des capes et des épées, finalement. Donc voilà, continuer dans cette thématique-là, et ouais, ce rapport aux personnes. Enfin, voilà, quand on est dans notre jeunesse, on a envie de changer les choses et on n'a pas la capacité de le faire. Et quand on devient vieux, visiblement, on devient réac et on n'a plus envie de changer les choses. Donc, bon, il y a un monde entre tout ça et je n'insulte personne, mais enfin, voilà, c'est des thématiques qui m'intéressent. Là, tu dis que tu mets longtemps à faire tes BD. Est-ce que parfois, tu es obligé de changer le scénar parce qu'il y a de l'actualité qui arrive ou ça change ou... Un tout petit peu... Il a tout réécrit, Silent Genie, en fait, après la page 100. Non, mais c'est un avantage plutôt qu'un aspect négatif. C'est-à-dire que je mets tellement longtemps que quelque chose que j'ai écrit, notamment sur Silent Genie en 2021 et qui me paraissait pertinent, peut-être qu'en 2023, alors que je suis toujours en train de galérer sur la bande dessinée, et peut-être que c'est plus tant une bonne idée que ça, ou que je peux la modifier. C'est un petit peu à la marge, mais notamment sur la Silent Genie, et sans trop spoiler, il y a un passage avec une grand-mère qui meurt, mais ce n'est pas un spoil. Et tout cet aspect-là, finalement, est sur la fin de vie, c'est un sujet d'actualité, et c'est des questionnements et des réflexions qui se poursuivent encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc, il y a des ajustements que je peux faire jusqu'au dernier moment. Justement, ce côté tout le temps à rebosser jusqu'au dernier moment, à quel moment tu te dis c'est bon, c'est terminé? C'est mon éditeur qui me dit c'est bon, c'est terminé, il faut que ça parte à l'impression. Ouais, non, c'est heureusement que j'ai une deadline. Autrement, je n'arrêterai jamais, quoi. Bonjour Mathieu. Est-ce qu'on peut spoil un peu le bouquin ou pas ici? Est-ce que tout le monde l'a lu? C'est la question. Non? Ok, bon alors je vais faire une question sans... Mais très vague. En écoutant les podcasts de First Print, tu dis que tu changes ta fin. Finalement, tu avais une fin plus pessimiste à la base. Et le personnage aussi, le personnage principal a une évolution. Ouais. Est-ce que toi, en l'écrivant, tu as un peu du coup évolué de la même façon qu'elle, en fait? Oui. Mais de toute façon, c'est tout le but de mes bandes dessinées, c'est d'avoir un personnage. Tous mes personnages principaux, si je vous le dis, vous allez plus voir que ça, et puis sur les prochaines, ça va peut-être vous saouler. Mais tous mes personnages principaux sont écrits de la même manière, c'est-à-dire c'est un personnage qui navigue entre deux mondes, qui appartient au système, à un système, et qui va questionner pour sinon changer le monde, en tout cas trouver une vérité qui lui permette de grandir. Et ils sont tous écrits de la même manière, vraiment, les prochains ça sera pareil. Mais parce que c'est effectivement le personnage principal au début de l'histoire, c'est moi à un instant T, et l'écriture me permet justement, à force de réflexion et d'introspection, à la fois d'écrire le scénario et puis de dégager pour moi aussi, d'avoir quelque chose dont je puisse ressortir grandi. Ouais, voilà. Moi je peux te parler de Shin Zero, c'est en 3 tomes, c'est ça? Oui. T'en es où? T'as tout bouclé? Après, le coup de pression, là, un coup. Alors, il y a toujours un truc, c'est que moi, quand je fais un projet, j'ai toujours le début et la fin. C'est primordial pour savoir où on va. Donc, sur Shin Zero, dès le départ, on sait où on va avec Guillaume, et on a la grande structure des 3 tomes. Pour autant, on a un mode de conception du projet qui est très différent de ce que je faisais jusqu'à présent. Encore une fois, je parlais de symbiose, et en fait, c'est tellement immédiat entre nous deux. Moi, j'écris j'ai un chapitre d'avance sur lui. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai écrit le dernier chapitre alors qu'il est en train de terminer de dessiner l'avant-dernier chapitre. Et parce qu'en fait, il y a un ping-pong assez constant
C'est-à-dire que moi, je vais changer des trucs en fonction de ce qui va me ramener. Enfin, des trucs débiles, hein, mais par exemple, dans le tome 1, dans le glossaire, dans le rabat, avec toutes les dates, il a créé un petit personnage qui s'appelle Prof Sentai. Et ce petit personnage-là, je l'ai incorporé dans une émission télé du tome 2. Et parce que le design était cool et puis ça donne de nouvelles idées. Et donc on se laisse, je pense qu'on commence à avoir de la bouteille, donc ça ne nous fait pas peur d'être aussi short en termes de timing, mais ça nous permet vraiment d'avoir de la liberté de rebondir sur des trucs. Enfin, là, par exemple, dans le tome 2, il y a aussi un chapitre qui était beaucoup écrit et le dessin de Guillaume est tellement expressif que j'enlève du dialogue et finalement, il y a beaucoup de choses qui vont se passer simplement par l'acting qui met sur ces personnages. Donc voilà, on se laisse cette liberté-là. C'est archi différent de ce que je fais sur mes propres projets où c'est beaucoup plus bordélique. Mais voilà, sur un projet en 3 tomes aussi balisé que celui-ci, finalement, on peut se le permettre. Et question qui fâche, vous remettez quand en vente les cartes Shin Zero? Ah là là. Alors... Non, alors je suis même pas sûr qu'on en fasse pour le tome 2, comme je pense qu'on ne fera pas de jaquette, parce qu'on a un peu essoré notre pauvre Guillaume, et il fait déjà 200 pages par an, ce qui est une petite prouesse, donc je pense qu'on va rester simple. Enfin, moi je suis pour, hein, mais voilà, ça serait dire oui à l'exploitation de mon collègue, donc tant pis. Alors je reprends ton mot, tu parles sur tes projets de bordélique. Ouais. Et justement, la question, c'est quand tu passes au dessin, sur un projet aussi long, en pagination et en temps, j'imagine que c'est pas linéaire ton dessin, que tu fais des scènes, je sais, donc c'est voir comment tu construis ton dessin. C'est de la survie. En fait, c'est moi quand là, surtout sur Silent Genie, donc ce que je fais, moi, donc je commence le dessin que quand le scénario est terminé, parce que sur un projet de 200-300 pages, en fait, presque plus que le scénario, il y a la rythmique qui est très très importante. C'est-à-dire que rythmer, normalement si c'est bien fait, c'est invisible, mais rythmer un récit pour que vous soyez toujours dans un espèce d'engagement et qu'à un moment où vous ne disiez pas ça commence à être chiant, il n'y a pas de dialogue en plus et il n'y a que des paysages, voilà, qu'il n'y ait pas de ventre mou, et ça demande quand même une science du rythme qui doit être prévue vraiment en amont, au moment de l'écriture. Donc ça, je l'ai vraiment en tête, même si je sais qu'au cours de la production, il y a des endroits que je vais peut-être raccourcir, d'autres que je vais devoir rallonger. Il y a, on en parlait tout à l'heure, des dialogues que je vais modifier en rapport à l'actualité ou à un changement de vision. Mais tout est très très carré dès le départ. Par contre, quand le dessin commence, là j'ai une deadline à plus 4 ans. Je sais qu'il faut que je fasse une planche noir et blanc par jour et pas moins. Donc ce que je fais, et c'est très très simple, c'est que je commence par toutes les planches faciles pour avoir de la motivation, parce que je n'ai pas la motivation de faire les planches dures, et d'avancer comme ça le plus loin possible, et à la fin, ne me reste que les planches archi dures. Et là, je regrette, et je me dis mon moi du passé, en me disant, mais pourquoi tu n'as pas fait plus équilibré? Et voilà, et c'est ça, mais j'apprends pas, donc c'est ça d'album en album. Ben oui, donc ça veut dire que en fait, quand tu as écrit ton scénar de base pour Silent Genie, tu savais qu'il allait faire 285 ou 295 pages, tu avais page par page. Ouais, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est pas une note d'intention en disant tiens, je vais essayer de mettre non. Et je pensais que ça se faisait un peu parce que un peu ce que tu disais, que ça se faisait mais il y en a, hein, il y a des auteurs et des autrices qui fonctionnent comme ça, mais effectivement, moi cette question de rythme et de musicalité des planches et des cases, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis très très vigilant, donc je laisse rien au hasard par rapport à ça. D'accord. Et alors j'ai une dernière question, je pense qu'après on va arrêter là parce que voilà, mais pour la question de timing, parce que là j'ai un client qui en fait a vécu pendant 5 ans à La Réunion. Ouais. Voilà, ok, tu vois où je vais en venir. Ouais. Il m'a dit mais c'est que toutes les cartes topographiques en fait c'est des lieux de La Réunion, des éléments, donc c'est normal. C'est quoi, t'as vécu là-bas ou juste t'as trouvé un magazine avec toute la topo? Non, moi j'ai de la belle famille là-bas, donc je connais bien l'île. Et alors en l'occurrence, vous avez peut-être pas fait gaffe, mais moi je voulais que tous les personnages en fait aient un nom qui corresponde à leur fonction.
les manches-cailloux, alors pas littéralement, mais mange des cailloux en s'alourdissant pour harponner les monades. Il y a la cartographe, le tempestaire, etc. Et ben, en fait, quand je me suis dit que je voulais des cartes et que je voulais avoir des noms de lieux, et ben, les noms de la Réunion ont tout de suite popé dans mon esprit parce que c'est des noms qui sont aussi très très imagés. Enfin, c'est la ravine des Galets, vous verrez dans l'album. Donc voilà, ça avait du sens. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que tu sais comment le public à l'international reçoit tes bouquins? Je ne sais pas si c'est le cas, du coup. Est-ce qu'il y a... on sait que ça marche vraiment beaucoup en France et en Belgique notamment, mais est-ce qu'à l'international, tu as une connaissance d'un succès éventuel Alors, je sais que mes bouquins sont très traduits dans plein de langues différentes. Après, les marchés de la bande dessinée dans les autres pays, c'est vrai qu'il faut se rendre compte qu'en France, c'est vraiment un épiphénomène, quoi. Ça n'existe pas un marché aussi florissant de la bande dessinée. Et donc, quand mon bouquin il est vendu pour 3000 exemplaires en Croatie, en République tchèque ou au Brésil, a priori, c'est des bons chiffres, mais j'ai aucune idée de la taille du marché, tu vois. Donc, est-ce que c'est des succès? J'en sais rien, mais voilà, le fait qu'il soit vendu et qu'il soit traduit dans plein de langues différentes, j'imagine qu'en tout cas, ça montre un intérêt global, quoi. Oui, c'est vrai que mis à part France, Belgique, il n'y a a pas de marché. Même en Italie, en Espagne, c'est assez fou. En Espagne, il y a des éditeurs espagnols qui envoient leurs auteurs se faire éditer en France pour eux ensuite n'avoir à faire que de l'achat de droits. Autrement, ils ne peuvent pas éditer le bouquin. C'est vraiment dingo, quoi. En fait, c'est le manga surtout qui est très exporté, et le comics, voilà, où ça t'en trouve partout, parce qu'il y a aussi des films, des séries, enfin il y a plein de choses qui peuvent tourner autour, et voilà. Et après sinon ils ont leur propre publication. L'Italie, tu parles d'Italie, c'est les fumetti, ça ils en vendent des millions et des millions. À côté de ça, tu leur mets Shangri-La, ils vont peut-être en vendre 2-3 000, tu vois, ou Silent Jenny, parce que c'est ce marché-là, quoi. Exactement. Mais le Québec, c'est pareil, c'est un marché de niche. Je veux dire, c'est le Québec francophone, même si après l'anglophone. Mais aux États-Unis, il y avait des choses comme Black Sad qui étaient sorties. Je suis pas certain que ça a été un gros succès. Oui, il y a de la BD, il y a de la création, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la BD qui s'exporte aussi, mais c'est pas des ventes extraordinaires. De toute façon, tu vas au Québec, le maillage français où il y a, je sais plus combien, mais il y a 4 ou 5 000 librairies dans toute la France, ça n'existe nulle part ailleurs. Pour un pays de 60 millions d'habitants, voilà, tu vois, c'est. Et du coup, là, le format hybride, ça favorise pas l'exportation pour autant, quoi. Pas plus que les autres, non. En tout cas, pour l'instant, pas plus que les autres, non. La dernière question, vas-y. Du coup, pour conclure, Mathieu, je voudrais te souhaiter un joyeux anniversaire, parce que c'était hier. Merci. Et je trouve que les mecs nés le 9 janvier, ils ont vraiment la classe. C'est vrai. Merci. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous, à toutes d'être venus. Je remercie forcément. Putain la vache, je remercie Mathieu et je remercie parce que je oublié tout à l'heure en fait, mais bien sûr, je remercie la Galerie Totem et donc Amiens Métropole de nous avoir proposé ce lieu en fait pour organiser cette conférence. Donc bien sûr Fabiana, Luna et Swazik qui ont organisé la salle. Voilà, vraiment encore un grand merci. Les questions étaient, j'espère, très intéressantes, étaient très bien. Ouais, cool. Et le moment était vraiment super convivial. Merci encore Mathieu. Top, merci bien.